Enjeux de santé mentale au travail, nouvel outil numérique dans le domaine de la santé au Québec et passage à l'émission de l'infirmière clinicienne chez Prélib Elisabeth Raille, experte dans le processus de dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang. Ce sont les sujets à décryptage de ce soir. Mon nom est Isaac Boucher, je serai votre animateur pour l'émission de ce soir. Je serai en compagnie de mes deux collaboratrices Yasmine Saleh et Ika Paul, ainsi que notre journaliste Milike Salani. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, faisons un tour d'horizon des nouvelles de la journée. Bienvenue à Décryptage. La commission parlementaire a partagé cette semaine des vidéos des auditions concernant les liens entre l'ancien criminel sexuel Jeffrey Epstein et l'ex-président américain Bill Clinton, ainsi que son épouse Hillary Clinton. L'ex-secrétaire d'État Hillary Clinton a témoigné ce jeudi à huis clos devant une commission de la Chambre des représentants dominée par les républicains à Chappaqua, où les deux époux possèdent une résidence secondaire. Deuxièmement, après avoir été vendue il y a 4 ans, la famille Duchesne tente de racheter les actifs de la société de fabrication de produits de la construction Duchesne et Fils, qui est sous la protection de la loi sur faillite et l'insolvabilité depuis janvier dernier. Selon les informations de TVA, un membre de la famille fondatrice participe au déçu de rachat des restes de l'entreprise quasi centenaire, orchestrée par le cabinet comptable Ernst Young, qui agit comme syndic dans le dossier. Dernièrement, après l'attaque israélo-américaine contre l'Iran et la riposte de la République islamique contre des pays qui émergent des militaires américains et contre certains pays qui sont contre l'État hébreu, dont parfois des aéroports civils comme aux Émirats arabes unis, une grande partie de l'espace aérien du Moyen-Orient est fermée. Les aéroports de Dubaï ont néanmoins annoncé qu'ils reprendraient des vols limités lundi soir. Revenons au vif du sujet avec mes deux collaboratrices, Ika Paul et Yasmine Saleh. Mesdames, bonsoir. Bonsoir. Alors, tout d'abord, Ika, un nouvel outil numérique nommé le dossier santé numérique apparaît au Québec dans le domaine de la santé. Peux-tu un peu nous l'expliquer? Bien sûr. Alors, ce dossier santé numérique, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, on veut regrouper les informations personnelles des patients. Ici, on veut moderniser et faciliter les informations qui transitent entre les patients et entre les professionnels de santé. Ici, on parle des historiques de santé, des prises de rendez-vous, des ordonnances ou encore des résultats d'examen. Ici, cela faciliterait une coordination beaucoup plus accrue entre les professionnels de santé ainsi que des résultats beaucoup plus rapides. Ici, ce projet il est présenté par Santé Québec ainsi que le soutien du centre d'expertise. Il serait opéré dans des établissements dits vitrines pour l'instant, dans des CIUSSS de Maurice et du centre du Québec, ainsi que le nord de l'île de Montréal. Ici, on parle seulement de 2 établissements vitrines, mais si ce projet porte à bien, on voudrait que cela s'étende dans tout le Québec. C'est un projet qui date de 2022 et qui devait voir le jour en automne 2025. Cependant, il a été retardé en mai 2026. Et ce retard, il est dû à plusieurs raisons. Tout d'abord, à un budget qui a été dépassé, un budget qui a été alloué par le Conseil des ministres, mais cependant, ce budget a été augmenté de plus de 50%. Ici, on parle de 136 millions de dollars. Et ce projet, il est assez surveillé car on voudrait éviter un scandale comme la SAACLIC. Et ici, on voudrait éviter les failles ainsi qu'on voudrait avoir une protection beaucoup plus accrue dans le système de santé. Et justement, tu as parlé de scandale, et justement, les médecins spécialisés ont boycotté ce projet de loi, justement, en raison de la loi 2. Oui, en effet. Alors, il faut savoir que les médecins spécialisés, depuis certains mois, se battent contre la loi 2, car ils voudraient une hausse de rémunération de 14,5%. Cependant, le gouvernement n'est pas forcément en accord avec cette entente et voudrait ils restent campés sur leur position de 11%. Cependant, les médecins spécialistes ne sont pas forcément d'accord et eux, ils souhaiteraient boycotter le DSN et donc avoir un moyen de pression comme le dit le FMSQ. Cependant, c'est un sujet assez tendu, on va dire ça comme ça, car la loi 2 a eu cependant des modifications avec les omnipraticiens et ici on parle du projet de loi 19 où des dizaines et des trentaines d'articles ont été modifiés. Et justement, maintenant, peut-être, Yasmine, on parle de travailleurs et on sait à quel point les enjeux de santé mentale au Québec, présentement, on en jase beaucoup. Et tu nous as préparé une chronique en parlant justement de cette loi en octobre 2025 qui a été renouvelée, qui s'appelle la prévention contre le harcèlement du travail. Oui, en effet, Isaac.
En octobre dernier a eu lieu une modernisation de la loi 27 qui force désormais les employeurs québécois à prendre en compte les risques psychosociaux de leurs employés dans le cadre de prévention et de sécurité au travail. Cette modification s'applique aux entreprises de 20 salariés et plus de tout secteur. Il s'agit concrètement d'une mise à jour de facteurs de risque susceptibles d'avoir une influence sur la bonne santé mentale des employés. Et peux-tu un peu nous expliquer quels sont les risques psychosociaux reliés à cela? Oui, bien sûr, mais d'abord, je vais essayer de définir les risques psychosociaux en soi. Ils se définissent selon l'Institut national de santé publique au Québec comme des facteurs qui sont liés à l'organisation du travail, aux pratiques de gestion, aux conditions d'emploi et aux relations sociales et qui augmentent la probabilité d'engendrer des effets néfastes sur la santé physique et psychologique des personnes exposées. Mais qu'est-ce qui pourrait bien provoquer ces risques psychosociaux? Alors, tu vois, Icabod, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ces facteurs et qui peuvent les provoquer. On peut en effet penser aux pensées obsessives en lien avec le travail, ou bien le fait de se sentir coupable ou bien anxieux du fait de ne pas travailler. Il y a aussi le fait de se sentir le besoin de surperformer, de se surinvestir. Et d'ailleurs, les personnes qui ressentent ce besoin de se surinvestir, de surperformer, elles portent un nom. On les appelle les ergomanes, plus connus sous l'anglicisme de workaholic. L'ergomanie se définit comme une obsession du travail, une aptitude à toujours s'occuper, à ne jamais rester dans l'inactivité. À un certain niveau même, elle est considérée comme une pathologie. Et les conséquences de l'ergomanie sont multiples et variées. On peut parler de chamboulement de l'équilibre vie privée-vie professionnelle, de problèmes de sommeil, de fatigue importante, de vie sociale totalement absente, de perte ou bien de prise de poids et même d'anxiété et d'humeur dépressive. Prenons l'exemple de Claudine, 48 ans, chargée de projet dans le milieu de la publicité. Elle témoigne n'avoir fait que travailler pendant 5 ans et que malgré ses semaines de 60 heures, elle ne pensait qu'au boulot. Il existe des méthodes de management comme le stress sain, plus connu sous l'anglicisme de healthy stress, utilisé dans les entreprises afin de maintenir un certain niveau de productivité chez les employés. Toutefois, la littérature vient contredire ce point. En effet, il n'y a pas de lien favorable entre stress et performance. On vient même à l'inverse dire que le stress ferait perdre ce niveau de productivité-là. Donc, pour conclure, si vous vous retrouvez dans ce genre de situation, il peut être nécessaire de concerter le département des ressources humaines ou bien un avocat du droit du travail si nécessaire. Et maintenant, peut-être faire le pont justement sur ceci. Notre journaliste Milky Salané est allé à la rencontre de 3 intervenants pour discuter justement de l'équilibre entre la vie quotidienne et la vie professionnelle. Elle a aussi parlé de d'autres sujets reliés à la santé mentale, mais c'est les sujets qu'elle a discutés. Elle est allée à la rencontre de la fondatrice de la Fondation bourgeoise, Camille Bourgeois. Aussi, elle est allée à la rencontre de Eve Nadeau, ancienne travailleuse en relations de travail au gouvernement du Canada. Ici, elle est allée rencontrer l'expert en psychologie du travail et professeur en relations industrielles de l'UQO, Éric Gosselin. Alors, voir ce reportage à l'instant. La santé mentale et physique sont des éléments très négligés dans le milieu professionnel. Pourtant, ils ont un grand impact sur la performance au travail. Plusieurs éléments sociaux dans la vie personnelle et le stress peuvent avoir un impact sur la santé mentale et physique car ils sont tous les deux intimement liés. La majorité des gens qui viennent nous voir pour des questions de burn-out, principalement, c'est qu'ils ont de la difficulté à séparer leur identité personnelle que de leur identité au travail. Ce qui fait que dès qu'il y a un problème au travail, bien, ils vont vivre les émotions du travail à la maison. Ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas de coupure, donc on est toujours dans un cercle vicieux. Et là, tout d'un coup, bien, on n'est plus capable de se différencier de notre personnalité puis des enjeux qui sont au travail, ce qui fait que la personne vit constamment le stress du travail. Les travailleurs en relation d'aide sont les plus vulnérables selon le professeur en relations industrielles de l'UQO, Éric Gosselin. Traditionnellement, on reconnaît que les travailleurs qui sont dans le domaine de la relation d'aide, on peut penser par exemple à des psychologues, on peut penser à des travailleurs sociaux, à des enseignants, à des policiers, donc tous ceux qui ont rentré en relation et à aider d'autres personnes sont plus à risque, principalement au niveau de l'épuisement professionnel. Eve Nadeau a ainsi témoigné d'une expérience d'épuisement professionnel. Moi, c'est dans la mi-trentaine. C'est que la tête, elle veut, mais le corps, il veut plus. Les 2 fois, le constat auquel je suis en venue, c'est que mes valeurs personnelles n'étaient plus alignées avec
les valeurs de l'employeur. Pour les étudiants qui s'apprêtent à entrer dans le monde du travail, un monde nouveau pour eux, où il est très facile de tomber dans les mauvaises habitudes pouvant mener à une dépression. Afin d'éviter de mettre en péril la santé mentale des travailleurs, plusieurs mécanismes peuvent être mis en place. J'irai me documenter ou je prendrai un cours en gestion de conflits parce que les relations interpersonnelles sont indispensables pour accomplir des objectifs en milieu de travail. Et si on est fort dans nos relations interpersonnelles et qu'on est capable de surmonter les conflits et les régler au fur et à mesure dès qu'on les ressent, ça fait de nous quelqu'un beaucoup plus fort, équilibré et dans une bonne santé mentale pour performer au travail. Suite à la modernisation de la loi 27, la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail présente 5 facteurs de risque psychosociaux. La CNESST, là, dans sa législation récente là, qui est entrée en vigueur en octobre passé, vient identifier clairement 5 facteurs de risque psychosociaux dans les organisations. Donc, l'autonomie au travail, la charge de travail, la justice organisationnelle, le soutien offert aux travailleurs et la reconnaissance au travail sont des risques psychosociaux. La santé mentale au travail est un défi quotidien pour chaque travailleur, quel que soit le poste qu'il occupe au sein d'une entreprise. C'est un sujet à prendre au sérieux car il en va du bien-être de la vie personnelle, mais aussi de la vie professionnelle. C'était Milike Salani, Ottawa-Gatineau. Nous sommes avec notre journaliste Milike Salani. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure, Milike, après avoir été rencontrer ces 3 magnifiques intervenants? Alors, bonsoir Isaac. Alors, de ces 3 entrevues effectuées, nous pouvons tirer une notion très importante, c'est que la santé mentale dans le milieu professionnel est un élément très crucial. Alors, la dissociation vie personnelle et vie professionnelle est beaucoup difficile pour certains travailleurs. Alors, que ce soit pour les psychologues, les enseignants, les travailleurs sociaux comme Camille Bourgeois et Eve Nadeau qui a travaillé en relation travail, rester en contact avec des personnes ayant des difficultés émotionnelles peut avoir un grand impact sur leur santé mentale. C'est-à-dire qu'ils sont très souvent affectés car ils n'arrivent pas à ne pas s'impliquer émotionnellement dans leur travail. Afin de préserver leur santé mentale dans la vie professionnelle et maximiser leur performance, il est recommandé de faire la part des choses entre la vie professionnelle et la vie personnelle, connaître ses limites et savoir gérer ses tâches quotidiennes. Merci beaucoup, Milike. Alors maintenant, rejoignons l'infirmière clinicienne Elisabeth Traille, experte dans le processus du dépistage des ITSS, soit les infections transmissibles sexuellement et par le sang, et travaille particulièrement avec les personnes dépistées, mais asymptomatiques. C'est une personne pertinente pour en discuter. Madame Raille, bonsoir. Bonsoir. Alors, tout d'abord, Madame Raille, quels sont les outils pour dépister ces genres d'infections transmises sexuellement par le sang dans un contexte où on ne sait pas réellement qu'on a des symptômes? C'est une excellente question. En fait, de venir prendre rendez-vous puis venir se faire dépister, c'est très simple. Chez Prélib, il suffit de faire une prise de sang puis un autodépistage là, urinaire, puis le tour est joué là, pour avoir un dépistage réussi. Oui, et il y a une étude qui a été réalisée par l'OMS. Alors, c'est des jeunes en France, mais c'est peut-être un phénomène qui peut se produire au Québec. Alors, on montre qu'en 2023, seulement 60% des jeunes de 15 à 14 ans portent des préservatifs lors d'un premier rapport. Est-ce que c'est un phénomène qui est présent présentement au Québec? Et qu'est-ce que tu peux témoigner de ce que tu vois dans les cliniques présentement? C'est une excellente question. Ça sort un petit peu de mon champ d'expertise. Par contre, je sais que ce qui ressort beaucoup dans nos cliniques, c'est l'accessibilité aux soins, là, puis le fait que les gens aient enfin accès à un rendez-vous de dépistage simple et efficace via nos services. Et si on peut peut-être poser la question, dans quel contexte, pourquoi, c'est peut-être juste pour rappeler aux gens à la maison, pourquoi une personne devrait se faire dépister pour des raisons, pour les ITSS, dans le fond? En fait, là, dès qu'on a des relations sexuelles ou qu'on a une vie sexuelle active, on recommande à toute personne de venir se faire dépister pour s'assurer là, de ne pas être atteinte d'une infection. Puis, le cas échéant, là, une prise en charge rapide afin de diminuer la transmission des infections qui peuvent avoir à long terme des conséquences là, sur la santé reproductive. Et cette semaine, à l'émission, on parle un peu de santé mentale, bien, en fait, plus de santé psychologique, mais dans un cas où toi, justement, tu prends en charge des cas positifs, comment on prend en charge les patients qui apprennent justement qu'ils ont un résultat positif? Comment on se sent quand on sait que la personne est peut-être un peu en panique parce qu'elle ne sait pas forcément trop quoi faire sur le moment?
C'est une excellente question. Encore une fois, c'est sûr que tout ce qui touche la santé mentale, ça dépasse un petit peu notre champ de compétences. Toutefois, là, nos protocoles sont assez clairs et bien établis, surtout en ce qui a trait à la prise en charge là, des gonorrhées et des chlamydia. On s'assure là, de donner les bonnes explications aux bonnes personnes, puis que nos patients repartent là, avec toutes les réponses à leurs questions. Et c'est peut-être une question un peu, je ne sais pas comment l'expliquer, mais quelle est la durée du développement d'une ETSS? Est-ce que c'est direct après une relation sexuelle ou il y a un certain développement qui se fait après peut-être, après qu'une personne soit, entre guillemets, infectée? C'est une excellente question encore une fois. On appelle cette période-là la période fenêtre. Donc, en règle générale, pour la gonorrhée et la chlamydia, c'est environ 14 jours, ce qui est un peu la durée qu'on recommande après une relation sexuelle pour venir se faire dépister. Puis, chez Prélib, on envoie toujours des rappels post-premier dépistage, là, une fois que toutes les périodes fenêtres pour les ITSS qui sont dépistés chez nous soient passées, afin de ramener les gens à venir se faire dépister une seconde fois, puis s'assurer là, que les tests confirment ou infirment leurs résultats. Et peut-être pour revenir maintenant à ta carrière, depuis combien de temps maintenant tu fais ce travail et quel genre de témoignage tu pourrais donner aux téléspectateurs dans des cas où une personne ne s'est pas forcément protégée et ça a eu des risques un peu plus importants sur la personne qu'une autre? Ça va faire bientôt 4 ans que je suis pour Prélib et que je suis en santé sexuelle. Si j'ai un conseil à donner, c'est que dès qu'on a des relations sexuelles, on vient de se faire dépister pour s'assurer là, d'insérer cette pratique saine dans notre routine. C'est assez simple, c'est rapide, là, puis ça peut nous éviter beaucoup de soucis. Merci beaucoup, Elisabeth. Ça fait un plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Bonne soirée! C'est la fin de notre émission Décryptage. Ça fait un plaisir d'être avec vous, avec mes deux collaboratrices et notre journaliste, Milky Salani. On vous souhaite une excellente fin de soirée. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux X, Instagram, Facebook et TikTok. C'était Isaac Boucher. À demain 23h sur les ondes de TVA.